Ils n'ont pas libéré les dossiers Epstein, ils les ont calibrés. On te vend de la transparence, mais le mécanisme ressemble à un contrôle de dégâts. Une loi signée par Trump impose la publication. Pourtant, le département de la justice dépasse la date limite de 40 jours. 40 jours, pas pour organiser des documents, mais pour les filtrer, les lisser, les rendre supportables. Et le chiffre qui change tout, c'est celui-là. Les procureurs parlèrent d'environ 6 millions de pages. La version publiée, 3 millions. La moitié disparaît. Alors pose-toi la question la plus dangereuse. Si on peut retarder et couper un dossier comme celui-ci, qu'est-ce qui empêche de protéger des noms, des réseaux, des carrières? Mais voici la partie que personne ne dit à voix haute. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un prédateur, c'est un test du système et ce test te concerne parce que si la vérité peut être gérée, alors la justice aussi. Et maintenant, regarde ce qu'ils ont laissé passer entre les lignes. Tout commence comme un simple « release », comme si le gouvernement avait enfin décidé d'ouvrir les portes. Mais ce que ton fichier montre, c'est autre chose. Une divulgation contrôlée, faite sous pression et calibrée pour limiter l'explosion. Officiellement, le DOJ parle d'un processus complet d'identification et d'examen. En clair, ils disent avoir tout revu avant de laisser sortir quoi que ce soit. Et ils insistent sur une idée. Ils auraient respecté la lettre de la loi, même après avoir dépassé le délai. Mais notice ce qu'ils ne promettent jamais, la vitesse, l'intégralité ou l'absence de tri. Et au centre de tout ça, il y a une tension plus large que l'affaire Epstein. D'un côté, une loi exige des révélations. De l'autre, une institution dont la pratique générale est le secret, surtout autour des éléments les plus sensibles, comme les matériaux de grand jury. Alors, la vraie question n'est pas qu'est-ce qu'ils ont publié. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'un système publie quand il est obligé de publier, mais qu'il veut encore contrôler ce que tu crois comprendre. Voici la première chose qu'on doit dire clairement. Ce dossier ne ressemble pas à une enquête qui cherche à tout démanteler. Il ressemble à une enquête qui sait et qui limite. Fact. Ton fichier décrit un document interne rare, un tableau fédéral qui classe les personnes autour d'Epstein. Pas juste des amis, pas juste des contacts, une structure, des catégories précises, agents, comptables, personnes autorisées, associés et même des gens avec connaissances potentielles. Ça veut dire une chose simple. À l'intérieur, ils voyaient un réseau organisé avec des rôles, des fonctions et des relais. Inférence. Si tu construis ce genre de cartographie, ce n'est pas pour écrire un rapport. C'est parce que tu sais où se trouvent les leviers. Qui a géré l'argent? Qui a géré la logistique? Qui a ouvert des portes? Et pourtant, fact. Malgré cette vision structurée, la grande réalité judiciaire reste brutale. La seule condamnation majeure mentionnée, c'est Ghislaine Maxwell. Une seule tête tombe, pendant que la machine autour reste debout. Mais voici le détail qui dérange. Si le DOJ avait un plan du réseau, pourquoi l'extérieur ne voit qu'un seul résultat? Notice ce qu'il n'explique jamais. Où sont passés les autres agents, les autorisés, les comptables? Et c'est là que l'histoire bascule, parce qu'on n'est plus dans un scandale, on est dans une stratégie. Et à partir de là, tout s'accélère, parce que ce qui devait être une affaire commence à ressembler à un système. Fact, ton fichier insiste sur un schéma précis, le retard, la réduction, puis la publication en mode drip, au compte-gouttes. Pas une décharge totale, pas une vérité qui tombe d'un bloc. Une diffusion par fragments avec des rédactions et sans l'effet de choc d'un dossier complet. Résultat, le public se fatigue, les titres passent, l'attention se disperse. Inférence. C'est exactement comme ça qu'on neutralise une bombe. Tu ne l'exploses pas d'un coup, tu la désamorces en étalant l'impact jusqu'à ce que plus personne ne sache ce qui est vraiment central. Et ce n'est pas nouveau. Dans l'histoire récente, chaque fois qu'un scandale menace de remonter trop haut, il y a une version acceptable pour le public et une version ingérable qui reste enfermée. Ici, la normalisation est la partie la plus dangereuse. Des millions de pages, des noms, des catégories internes. Et pourtant, le système continue à fonctionner comme si c'était juste une polémique de plus.
Mais voici où ça devient presque irréel. Plus la preuve d'un réseau apparaît, plus l'action judiciaire semble se rétrécir, comme si l'objectif n'était pas de casser la structure, mais de la contenir. Et maintenant, on arrive au moment où les documents ne montrent plus seulement des institutions, ils montrent des élites en pleine coordination. Et là, on touche à la partie la plus explosive du fichier, quand ce réseau ne ressemble plus à des rumeurs, mais à des échanges précis, datés et presque trop tranquille pour être réel. Fact, ton contenu cite une interaction documentée impliquant Elon Musk en 2013. Et ce détail est crucial parce qu'en 2013, Epstein n'est pas un inconnu. Il est déjà un délinquant sexuel enregistré avec une condamnation largement connue. Pourtant, l'échange décrit Musk, qui demande littéralement la fête la plus folle sur l'île privée d'Epstein et qui coordonne un calendrier pour une visite. Epstein répond « Toujours de la place pour toi ». Fact. Il y a aussi un échange de valeurs. Epstein offre l'accès à son île et en retour, Musk offre une visite de SpaceX. Une réciprocité, pas une rencontre accidentelle, une logique d'accès contre accès. Inférence. Ce que ça révèle, ce n'est pas la culpabilité d'un acte précis. Ton fichier dit clairement qu'il n'y a pas de preuve ici d'un crime commis par Musk, ni même que la visite ait eu lieu. Mais ce que ça prouve, c'est autre chose. Dans ces cercles-là, le stigmate ne fonctionne pas comme chez les gens normaux. La condamnation ne coupe pas les ponts. Elle devient un détail gérable. Et voici la phrase qui change la façon dont tu vois tout. Si un homme déjà exposé comme Epstein pouvait encore proposer toujours de la place, ça veut dire que l'île n'était pas seulement un lieu, c'était une monnaie. Et quand ce type de monnaie circule, la question n'est plus qui savait. La question devient qui a choisi de continuer quand même. Et maintenant, le système commence à perdre le contrôle parce que les révélations ne sortent pas seules. Elles s'empilent, elles se répondent, elles se protègent. Fact. Ton fichier décrit un paradoxe politique presque impossible. Trump signe une loi qui force la publication des dossiers, mais le DOJ, sous pression, dépasse la date limite et retarde. Et en parallèle, le texte affirme que le cercle proche de Trump est profondément entremêlé dans ses fichiers, avec même des tips qui impliquent des accusations sur sa conduite. Pourtant, il reste une zone noire. On ne sait pas si ces pistes ont été réellement investiguées. Fact. Le fichier cite aussi une architecture de déni public. Exemple. Howard Lutnick affirme avoir coupé les liens après une seule visite, horrifié. Mais les emails publiés contredisent cette version, montrant des échanges où il parle de se revoir et de planifier un déplacement vers l'île. Inférence. Ce n'est pas un incident isolé, c'est une mécanique. Public, je ne savais pas, j'ai coupé. Privé, coordination, continuité, normalité, et pendant que ces contradictions apparaissent, un autre élément pèse comme une chape. Le DOJ maintient une posture où aucun autre homme n'aurait été impliqué dans l'abus de milliers de femmes. Ton fichier le décrit comme statistiquement et logistiquement impossible. Alors la pression monte, parce que tu vois un réseau, tu vois des échanges, tu vois des dénis, et tu vois une justice qui rétrécit au lieu de s'élargir. Et maintenant, la seule question logique est qu'est-ce qui se passe si ça continue? Parce qu'à ce stade, ce n'est plus une histoire de célébrité ou de politicien. C'est une histoire sur toi, sur la façon dont le monde fonctionne quand les règles changent selon le statut. Si la vérité peut être retardée de 40 jours, puis coupée de 6 millions à 3 millions de pages, alors imagine ce que ça veut dire pour une personne normale. Toi, tu n'as pas une armée d'avocats. Tu n'as pas des relations capables de gérer une crise. Tu n'as pas le luxe d'un récit public fabriqué pendant que les emails restent cachés. Fact. Ton fichier montre que la justice pénale a laissé un vide. Et dans ce vide, ce sont les victimes qui ont dû se battre autrement. On parle de règlements civils, de silence acheté et d'un système où des hommes riches peuvent éviter le tribunal criminel pendant que la vérité se dissout dans des accords. Inférence. Ça crée une société à deux vitesses. Une où l'argent ne sert pas seulement à vivre mieux, mais à disparaître du dossier. Et voilà l'impact réel. Quand ce mécanisme devient normal, tu finis par comprendre que le scandale n'est pas l'exception, c'est le modèle. Et le prix, ce n'est pas juste l'injustice passée, c'est la confiance détruite pour la prochaine affaire. Si ça te semble familier, dis-le dans les commentaires. Parce que maintenant, on doit regarder le moteur derrière tout ça.
et il est beaucoup plus froid que tu ne l'imagines. Voilà le point que les médias traitent rarement. Ce genre d'affaire ne tient pas seulement par le secret. Elle tient par les incitations, par la structure, par ce que le système gagne à ne pas aller jusqu'au bout. Fact. Ton fichier décrit une justice qui agit comme si l'objectif était la contenance, pas le démantèlement. On voit un tableau interne qui catégorise agents, comptables, autorisés, associés. On voit des pistes, on voit des contacts, mais à l'extérieur, presque tout se referme sur une seule condamnation majeure. Et on voit surtout une méthode. Publication au compte-gouttes, rédaction, absence de vision totale. Inférence, c'est une logique de stabilité, parce que si tu poursuis vraiment un réseau, tu ne poursuis pas juste des individus, tu poursuis des institutions, des banques, des carrières, des alliances. Tu déclenches une réaction en chaîne. Et cette réaction menace le système lui-même. Et ton fichier insiste sur un détail qui fait froid. Ce n'est pas partisan. Clinton, Bush, Obama, Trump, l'échec traverse les administrations. Comme si, peu importe qui gagne, certaines zones restent protégées. C'est ça, le cœur du mécanisme. La continuité du pouvoir, plus forte que le changement politique. Et quand la politique devient un écran de fumée, outrage sélectif, silence quand les nôtres apparaissent, l'enquête se transforme en théâtre, pas en vérité. Et maintenant, il reste une pièce manquante, celle qui fait tomber des empires, l'argent. Et c'est là que tout peut basculer. À partir de maintenant, deux trajectoires se dessinent et aucune n'est confortable. La première, c'est celle du statu quo. Fact. Ton fichier décrit une stratégie de drip, une diffusion fragmentée qui prolonge le cycle médiatique mais dilue l'impact. On obtient des emails, des noms, des scènes de coordination, mais pas l'architecture complète. Et surtout, le volet financier reste limité. Le texte parle explicitement de suivre l'argent de Deutsche Bank, de JP Morgan et de Supena encore en suspens. Tant que ces flux ne sont pas exposés, tout reste dans la zone grise. Insinuation, réputation, débat sans fin. Inférence. Dans ce scénario, le système survit parce qu'il fatigue le public. Il transforme une crise en bruit de fond. Et les figures impliquées peuvent dire « association n'est pas preuve ». La deuxième trajectoire est plus dangereuse. Si les données financières sortent vraiment, si les noms apparaissent dans la plomberie bancaire, alors on ne parle plus de contact. On parle de facilitation, de logistique, de transaction. Et là, l'histoire change de nature. Et voici ce qui rend ça terrifiant. Les deux trajectoires avancent déjà en même temps. Une main révèle, l'autre ralentit, une main accuse, l'autre protège. Et pendant que tout le monde regarde les fragments, le prochain mouvement est déjà en train de se former. Voici l'insight que tu dois garder en tête. Dans ce dossier, le scandale n'est pas seulement Epstein. Le scandale, c'est la façon dont un système peut connaître un réseau et pourtant ne punir qu'un symbole. Fact. Ton fichier montre un schéma clair, retard de 40 jours, publication réduite de 6 millions à 3 millions de pages, diffusion au compte-gouttes et une cartographie interne de rôle autour d'Epstein. Inférence, ça ressemble moins à une quête de vérité qu'à une gestion de fallout, un contrôle de ce que le public peut absorber sans exiger la suite. Et c'est là que tout se résume en une phrase. Quand la vérité devient administrable, la justice devient négociable. Alors la question finale n'est pas qui est cité. La vraie question, c'est qui ne le sera jamais, tant que l'argent, les banques et les incitations restent intouchables. Si tu veux suivre la prochaine couche de cette histoire, celle qui ne passe pas par des rumeurs mais par les mécanismes, abonne-toi et reste ici. Parce que ce qui arrive ensuite ne dépend pas d'un scandale de plus, mais du moment où le système n'arrive plus à contenir ce qu'il sait déjà.